Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité aujourd'hui, journée de contestation. Ce 15 décembre, les avocats en grève contre la réforme de la garde à vue. Les organisations syndicales se rassemblent contre l'austérité pour l'emploi et la croissance. La suppression des contrats aidés, les associations en danger, elles s'organisent. Et on parlera tradition avec les Mireilletos à Arles et le printemps des jeunes aficionados qui déménagent à Saint-Gilles pour l'édition 2011. Opération tribunal mort en France et dans le Gard, c'est aujourd'hui que le gouvernement a présenté à la commission des lois de l'Assemblée nationale son projet de loi sur la garde à vue. Un projet qui remet en cause la présence de l'avocat et qui soulève l'indignation au sein de la profession, comme nous l'explique le bâtonnier au micro d'Olivier Michel. Ce projet de loi tente encore à limiter l'intervention de l'avocat lorsqu'une personne est arrêtée par les services de police et soupçonnée d'une infraction. Et on introduit deux régimes dans ce projet de loi. Le régime dit de l'audition libre, c'est-à-dire que la personne, certes, est arrêtée, certes, on l'amène au commissariat, mais on lui dit qu'elle est libre et qu'on va l'entendre sur les faits qui lui sont reprochés. Ce qui veut dire qu'elle ne peut pas bénéficier de l'assistance d'un avocat. Et par ailleurs, le régime de la garde à vue, c'est-à-dire là, pour des infractions graves encourant plus de 2 ans d'emprisonnement, on va dire à la personne, on vous met en garde à vue, c'est-à-dire que vous allez rester dans une cellule du commissariat, et puis on va vous auditionner. Mais là, alors, effectivement, vous aurez droit à l'assistance d'un avocat, avec une limite toutefois. Cette limite, c'est que l'officier de police judiciaire peut déclarer que, pour les besoins de l'enquête, l'avocat ne doit pas encore intervenir. Alors c'est vrai qu'il faut qu'il en réfère à ce moment-là au procureur public, et c'est le procureur public qui va dire si l'avocat, effectivement, va assister le soupçonné au cours de l'audition. C'est un comble. Ça veut dire que c'est le chef de l'accusation qui dit si la défense est exercée ou pas. Voilà, et c'est pourquoi les avocats manifestaient aujourd'hui, on vient de l'apprendre, donc l'Assemblée nationale supprime en commission l'audition libre sans avocat. La commission a aussi adopté contre l'avis du gouvernement un amendement prévoyant un contrôle de la garde à vue par le juge des libertés et de la détention et non par le procureur. Le projet de loi sur la réforme de la garde à vue sera discuté dans sa globalité en séance publique le 18 janvier prochain. Journée d'action européenne ce 15 décembre contre l'austérité pour l'emploi et la croissance. Le 29 septembre dernier, lors de la journée européenne d'action, plus d'une centaine de milliers de salariés se sont mobilisés dans toute l'Europe. Les organisations syndicales comptent poursuivre les actions contre l'austérité et les mesures de rigueur prévues au budget 2011. La Confédération européenne des syndicats, CES, a appelé à une nouvelle journée d'action dans chaque pays ce 15 décembre, sous le mot d'ordre « Non à l'austérité pour tous et au bonus pour quelques-uns ». Alain Bellon a rencontré à Nîmes des responsables d'organisations syndicales. C'est un rassemblement à l'appel de la Confédération européenne des syndicats, donc la CFDT en est membre. Au niveau européen, il y a des appels à manifester un peu partout dans tous les pays européens et dont en France sur les territoires. Donc on a fait le choix de maintenir l'intersyndicale des retraites sur cette journée avec les autres syndicats qui ont bien voulu s'associer pour faire un rassemblement à Nîmes devant la préfecture pour interpeller les décideurs parce que on n'est pas d'accord avec les politiques d'austérité en Europe et en France qui sont mises en place. Nous sommes venus ici à ce rassemblement pour rappeler les revendications légitimes qui sont notamment la relance de l'emploi stable au niveau des services publics, industriels aussi, et l'augmentation des salaires. J'en profite pour dire que c'est scandaleux l'augmentation, la provocation plutôt du gouvernement hier quand ils annoncent une petite augmentation du SMIC qui représente une demi-baguette par jour. C'est tout simplement scandaleux quand on sait que des salariés des grands patrons aujourd'hui vont jusqu'à 600 fois le SMIC. On voit bien que la question d'une meilleure répartition des richesses est posée et c'est une journée d'action européenne qui rappelle ces exigences-là notamment. Social toujours, association en danger, contrat aidé supprimé. Les associations nîmoises qui s'étaient déjà réunies en novembre dernier pour tirer la sonnette d'alarme sur le gel des CAE, contrats d'accompagnement à l'emploi, organisent une nouvelle réunion ce mercredi à Nîmes, au Café Olive, sous l'impulsion de l'association Feu Vert. Les explications avec Alain Bellon.
Les associations en général sont en train de se préparer à arrêter leurs activités. Nous, on a voté au conseil d'administration qu'on s'arrêtait au mois de juin. Les échos qu'on a sur les emplois aidés aujourd'hui sont plutôt défavorables. On nous parle de 6 mois pris en charge à 65%. Personne ne pourra fonctionner avec ça. Donc il faut savoir que le risque au niveau du département et de la ville de Nîmes aussi, c'est un accroissement important du chômage et c'est surtout un arrêt de toutes les activités générées par les associations, qu'elles soient sociales, culturelles, sportives ou environnementales. Comment vous voulez, par exemple, au chemin Madame-Vignon, mettre dehors 80 gamins, pour nous, 90 pour l'association à côté, et dire il n'y a plus rien. Comment vous croyez que les jeunes vont intervenir ? Comment vous pensez qu'ils vont réagir ? Les contrats aidés, ça a déjà commencé à s'arrêter alors qu'on devait en renouveler. Donc depuis le 18 octobre, il y en a 2 qui se sont arrêtés. Le 15 janvier, c'est un petit peu plus particulier. On a un contrat aidé avec un étudiant à la fois donc sur de la formation et du contrat aidé. On ne pourra pas le reformuler. Le prolonger. Donc on ne sait pas combien de temps on va pouvoir durer comme ça avec des contrats aidés qui successivement ne sont pas renouvelés ou on ne peut pas en créer non plus, puisque là on ne sait pas, c'est la valse des indications. J'ai lancé un appel aux politiques, évidemment, mais aux politiques qui peuvent faire quelque chose. C'est-à-dire que normalement, nos sénateurs devraient nous entendre et porter ce qu'on a à dire et ce qu'on a à demander. C'est bien à ce niveau-là qu'on traite nos histoires, nos petites histoires, qui deviennent des grandes quand elles arrivent à ce stade-là de l'État. Voilà. D'ici à janvier 2011, les aides pourraient même être totalement supprimées en ce qui concerne le CAE. Donner l'opportunité aux parents de rester au chevet de leurs proches hospitalisés, tel est le rôle rempli par la Maison des parents. Située sur les hauteurs de l'hôpital Carremo, elle a été créée il y a 5 ans, mais connaît aujourd'hui quelques soucis financiers pour son fonctionnement. Plus de détails avec Olivier Michel. J'ai fait cette maison parce que personnellement j'ai été interpellé par ce drame d'un enfant qui a été opéré très gravement au cerveau et je sais le désarroi qu'il peut y avoir lorsqu'on laisse un enfant à l'hôpital et qu'on doit aller dormir à des dizaines de kilomètres. Créée en juin 2005 par le pasteur Poujol, la Maison des parents, aussi utile et dépourvue d'intérêt financier soit-elle, connaît aujourd'hui des soucis de rentabilité. D'un coût global de 400 000 €, ce sont chaque mois 3 500 € qui sont à rembourser et les 9 chambres à 32 € la nuit n'y suffisent pas. Alors, il y a le taux de remplissage, c'est une chose, et puis il y a des personnes qui ne peuvent pas payer non plus. C'est autre chose aussi. Comme on n'est pas un hôtel, et que je suis une maison des parents et pasteur aussi, quand quelqu'un me dit « je ne peux pas payer parce que je ne peux plus », il va voir l'assistance sociale. Et avec elle, nous voyons comment on peut faire. Et puis, lorsqu'il n'y a pas d'autres moyens, eh bien, nous offrons la chambre. Pas gratuitement. On demande combien vous pouvez donner. La personne donnera 2 €, 5 € la nuit. Mais ma fierté, c'est qu'elle peut passer le temps voulu à côté de ce petit garçon, cette petite fille, et à la fois, eh bien, voilà, je fais un appel pour combler, c'est pour ça que je fais un loto, notre activité, pour combler ce don à ces personnes-là. Des personnes comme Madame Rodriguez, venue de Corse accompagner son mari, opéré d'une lésion cancéreuse sur les cordes vocales. Le CHU m'a donc indiqué qu'il y avait cette maison des parents. Je n'ai pas de famille ici, voilà. Et donc, écoutez, je suis donc arrivé et c'est vraiment un endroit, d'abord le décor, ce parc, la maison elle-même, très agréable, on y est libre, l'accueil est formidable. Et la liberté, c'est important, on se sent comme chez soi. Donc voilà, je suis ravie, depuis hier soir, je suis là et là mon mari est au bloc opératoire et j'attends de pouvoir aller au CHU pour savoir la suite. Un lieu de rencontre et d'échange qui fonctionne grâce aux mécènes et à la communauté protestante et qui a bénéficié pour sa construction d'aides de la ville, du département, de la région, mais pas de l'État. J'ai l'intention de saisir le ministère pour demander s'il n'y a pas des financements qui permettent de venir en appui d'une initiative comme celle-ci, qui me paraît devoir être généralisée sur l'ensemble du territoire national. En tout cas, j'ai beaucoup d'estime, de respect pour le pasteur Poujol et son épouse, et je trouve que c'est une remarquable démarche qu'il a entreprise. Une démarche qui, pour être pérenne, doit passer par le remboursement de quelques 250 000 € et peut-être une diversification. Le pasteur Poujol envisage d'accueillir de jour des personnes âgées.
Allez, on ouvre une page tradition maintenant, la coordination des clubs qui en 2006 avait créé avec succès l'opération Printemps des jeunes aficionados a annoncé une nouvelle version de cette manifestation. Le Printemps des jeunes aficionados 2011 se déroulera désormais dans les arènes de Saint-Gilles et ce les 26 et 27 mars prochains. Au programme de cette édition 2011, 2 journées gratuites dédiées aux tauromachie et cette manifestation sera bien sûr l'occasion pour ceux qui le désirent de s'initier à cette culture. Olivier Michel, Alain Belot. Ça ne nous gêne pas du tout d'aller à Saint-Gilles. Saint-Gilles, c'est les portes de la Camargue. Nous allons faire un printemps qui sera différent, avec une autre ambiance. Mais la tauromachie se découvre aussi à Saint-Gilles, se défend aussi à Saint-Gilles. La coordination des 26 clubs taurins nîmois et gardois ne baisse pas les bras et c'est la Placita de Saint-Gilles qui accueillera la 4e édition du Printemps des aficionados les 26 et 27 mars 2011. Initiée dans les arènes de Nîmes en 2007, cette opération populaire de découverte de la tauromachie se passera donc de l'écrin nîmois au profit d'arènes plus petites mais également chargées d'histoire. Nous avons été le premier à recevoir Javier Conde. Nous avons été aussi à recevoir après Emilio Munoz il y a de ça plus de 30 ans. Et écoutez, nous continuons notre lignée, cette arène est là, proche de Nîmes. À Nîmes, c'est devenu plutôt professionnel maintenant avec la création des masters qui sont organisés par l'Empresa et la Fondation El Rouli. Et nous avons décidé de délocaliser. Mais la coordination des clubs taurins va à Saint-Gilles en autonomie complète, c'est-à-dire que nous arrivons à notre budget, nous ne demandons aucune subvention et nous allons travailler avec la mairie de Saint-Gilles et avec le club taurin de Saint-Gilles et la Quérencia pour organiser ce nouveau printemps à Saint-Gilles. Au programme du samedi 26 mars, atelier de découverte et dimanche 27, tienta de machos en matinée suivi dans l'après-midi d'une novillade sans picador. Un principe qui reste donc inchangé, mais s'enrichit en ouvrant ses portes à la course camarguaise et en allant aussi visiter le campo. Nous partirons de Nîmes et de Saint-Gilles et dès le mercredi après-midi, les différents clubs de la coordination, les différents bénévoles vont amener des jeunes au campo avec leurs parents pour leur faire découvrir l'élevage du taureau, le campo, parce que je pense que c'est ce qui manque le plus actuellement dans notre société, c'est de revenir à une certaine découverte de la ruralité. Si la visite de la chapelle et des chiqueros des arènes de Nîmes risque de faire défaut, en changeant de lieu, la coordination prouve qu'elle sait rebondir et s'adapter. La vision des taureaux au campo et la découverte du travail quotidien des éleveurs devraient susciter l'intérêt de nombre d'aficionados. Rendez-vous donc à Saint-Gilles au printemps prochain, les 26 et 27 mars pour le Printemps des jeunes aficionados. On reste dans la tradition, toujours avec les Mirelletto. Le comité des fêtes d'Arles innove sur le thème de la tradition et a choisi le mois de décembre pour célébrer les jeunes filles de 7 à 10 ans qui quittent le bonnet pour la traditionnelle cravate de Mireille. Un temps fort dans la tradition provençale qui était jusque-là plutôt fêtée en famille. 85 Mirelletto se sont retrouvés à Arles le 12 décembre pour cette nouvelle fête empreinte de tradition. Alain Bérissi. Elles sont 85, juste assez grandes pour porter la cravate les jours de fête. Nous sommes réunis pour les accueillir et accompagner leurs premiers pas sur le chemin du costume, d'une tradition vivante, partagée et même admirée. Jean, vous êtes l'un des 18 parrains des Mireillettes, une journée d'émotion pour vous? Ah bah oui, d'autant plus qu'au départ, on ne devait pas être trop nombreux. Ils comptaient sur une trentaine de petites, pas beaucoup de parrains. Bah oui, 18, ouais. Donc s'il y a 18 hommes qui sont heureux aujourd'hui à Arles, bah j'en fais partie. Caroline, une journée pleine d'émotions pour cette première fête des Mireillettes? Oui, pleine d'émotions, pleine de symboles, comme je l'ai déjà précisé. Voilà, pour la première fois, je pense que c'est le début d'une belle journée qui va continuer, mais très heureuse d'avoir autant de petites. Ça te plaît de porter le costume? Oui. Depuis quel âge tu le portes? Je le porte depuis que je suis... quand je le porte depuis que je suis petite, le costume. Et comment tu as choisi ton parrain ou ta marraine? C'est ma mère qui me l'a choisi. Et moi, je me suis mis d'accord avec elle. Moi, je crois que ce qui est important, c'est que le comité des fêtes et en même temps toutes les familles des Mireillettes aient eu envie que ce registre soit au muséum. La ville d'Arles a toujours eu une dimension culturelle particulière et notamment on regarde la culture qui a été
donné et laissé par Frédéric Mistral. Et naturellement, c'est avec beaucoup de plaisir que l'on accueille une manifestation de cette nature, justement devant la citation de Mistral qui met en évidence cette richesse et cette possibilité qui est donnée par la langue, par le costume, par ce que représente la Provence, de faire vivre des éléments de culture. Et ces jeunes filles qui sont derrière nous le symbolisent si bien. Voilà, c'était les traditions du côté d'Arles. Un grand livre d'ailleurs sera ouvert sur lequel seront inscrits le nom des jeunes filles ainsi que leurs photos. Et ce recueil sera conservé le reste de l'année au musée Arlatan. À 20h30, vous retrouverez la rediffusion du JT. Votre soirée, c'est Andy Do Sud en multidiffusion présentée par Christophe Ché. Nouveau rendez-vous avec l'actualité, ce sera demain à la mi-journée à 12h30. Bonne soirée à tous en notre compagnie sur Télé Miroir.